Précédemment, dans la Pika Critique. Arrêtez de dire que la saison 1 de la série Pokémon est nulle. Votre problème, c'est que vous la comparez aux nouvelles séries. Sauf que non, ce n'est pas du tout comparable. Et je ne vais pas continuer à étendre la liste si je veux laisser matière à Chucky et Ad pour faire éventuellement une vidéo là-dessus. Mais vous avez compris, la saison 1 n'avait pas le même état d'esprit que les autres. Et maintenant, la suite. Tu te rappelles Pokémon? Pokémon? C'est pas une série finie, Pokémon, on peut pas en parler. Il y a bien une série Pokémon qui continue en ce moment, mais est-ce qu'elle a vraiment encore quelque chose à voir avec la série Pokémon sortie à la fin des années 90 et qui m'a fait découvrir pour la première fois la notion de dessin animé auto-parodique? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Puisque la série ne s'est jamais arrêtée depuis tout ce temps, et puisque son état d'esprit a radicalement changé d'après le peu que j'en sais, on peut peut-être considérer la saison 1 comme une série à part, mais... La saison 1 a une unité et une esthétique qui lui sont suffisamment propres pour justifier d'en parler à part. Et j'ai le sentiment que plus grand monde ne se souvient de ce qu'était cette unité et cette esthétique, ce qui justifierait d'en parler. Ok, mais on peut pas faire l'impasse sur la comparaison avec les saisons récentes, et on n'aura jamais assez de 3 vies pour voir la grosse quinzaine de saisons qu'on connaît pas. On a trop de trucs en attente sur notre liste de visionnage. Tu as sans doute raison, mais j'ai la solution à ça. Attends-moi 30 secondes, je reviens tout de suite. Eh mais attends, où tu crois aller comme ça en pleine vidéo? Problème résolu. Non mais attends, d'où tu me plantes comme ça au milieu d'une chronique? Excusez-moi, je voudrais pas déranger ou quoi que ce soit, mais... Il se passe quoi là? Où je suis? C'est vraiment étroit là-dedans! Très simple, tu es dans une Pokéball. Je t'ai attrapé, maintenant tu es mon Pokémon. Comment ça, je suis dans une Pokéball, mais... Ah, ça a pris l'apparence de mon lieu de vie, donc oui, je suis bien dans une Pokéball. Mais ça n'explique pas ce que je fais ici. J'avais des projets pour ce soir, moi. Ils attendront, là tu vas devoir parler de la saison 1 de Pokémon avec nous. Pokémon? Bon, bah, je suppose qu'il y a des sorts moins enviables que ça, mais pour... Tout le monde connaît Pokémon, et tout le monde connaît la trame de base de l'animé. Ok, non content de me kidnapper, vous me coupez la parole. Le monde des Pokémon, qui n'a rien à voir avec le nôtre, se caractérise par sa technologie pseudo-futuriste façon Dragon Ball, mais surtout par le fait qu'à part l'homme, il n'y a pas d'animaux, ou presque. À la place, il y a les Pokémon. Des êtres très résistants et très combatifs, plutôt faciles à domestiquer, et dotés de pouvoirs surnaturels. La quasi-totalité des activités humaines de ce monde est centrée sur l'élevage des Pokémon, car ils peuvent grosso modo tout faire. Surtout, du fait de l'agressivité naturelle des Pokémon, il est impensable dans ce monde de sortir en pleine campagne sans Pokémon apprivoisés pour se défendre. Et la pratique consistant à entraîner des Pokémon pour les faire combattre est devenue une sorte de sport aussi important que le foot au Brésil. Les pouvoirs des Pokémon pouvant se catégoriser en types plus ou moins vulnérables les uns aux autres façon pierre-feuille-ciseaux, ce sport valorise autant la force brute que la stratégie. Sacha Ketchum, un garçon de 10 ans qui habite au Bourg-Palette, rêve de devenir maître Pokémon, c'est-à-dire... On sait pas trop, le titre est mal défini, mais en gros ça a l'air de vouloir dire dresseur professionnel de Pokémon détenteur d'un titre de champion régional. Pour cela, comme tous les jeunes de son âge, il peut aller demander son premier Pokémon au professeur Chen, afin de partir dans une quête initiatique pour rencontrer et capturer des Pokémon sauvages, remporter des combats d'arène, et gagner les 8 badges de qualification nécessaires pour participer au championnat régional de la Ligue Pokémon. De ville en ville, il sera poursuivi par 3 agents d'une organisation criminelle connue sous le nom de Team Rocket qui veulent lui voler son premier Pokémon, un Pikachu, car... Ses pouvoirs dépassent son niveau d'apprentissage. C'est ce que raconte la saison 1. C'est aussi ce que racontent la plupart des autres saisons, alors pourquoi se contenter uniquement de la première? C'est comme ça, on va uniquement parler de la première saison, qu'on va considérer comme une série à part, puisqu'on croit savoir qu'elle est dans un état d'esprit très différent de ce qui a été fait ensuite. En fait, tu es là pour nous confirmer ce dernier point. Eh bien, oui. Mais ce n'est pas arrivé tout de suite après la saison 1. Le style d'écriture reste le même dans les saisons 2, 3, 4 et 5. Cependant, après 2 générations de Pokémon reposant sur cette idée, les scénaristes se sont visiblement dit qu'ils pouvaient faire quelque chose de plus basique, mais aussi de plus ambitieux. Après tout, ils avaient un énorme univers pour base. C'est ainsi que le cycle Diamant et Perle, correspondant aux saisons 10 à 13, fera de la série un shonen typique répondant à tous les codes, sans pour autant dénaturer tous les éléments qui font l'humour de la série, mais relayant l'aspect parodie en arrière-plan.
Je parle du cycle Diamant et Perle avant le cycle Advent Génération, les saisons 6 à 9, car ce cycle représente un pont entre les deux genres, une phase de transition pour faire plus simple. Donc même si l'humour autoparodique est présente, les éléments shonen s'imposeront petit à petit pour passer d'un style à un autre en douceur. Et si on fait un peu attention, on se rend compte que ça avait déjà un peu commencé dans la saison 5. Donc d'après toi, le meilleur moment pour s'arrêter, c'est la fin de la saison 5, si on suit le seul critère de l'état d'esprit. Ça correspond grosso modo aux saisons que nous avons vues à la télé. Malgré tout, ce n'est pas ce que nous avons fait. Promis, on vous expliquera pourquoi à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce parcours nous amène aux saisons 14 à 16, le cycle noir et blanc, qui se voulait être un nouveau point de départ pour les jeunes qui venaient de découvrir Pokémon et qui voulaient prendre le train en marche. Mais comme les scénaristes ne voulaient pas se débarrasser de Sacha, alors qu'il n'y avait plus grand chose à développer sur lui à cette époque, ils ont dû le retconner, refaire de lui un débutant, ce qui provoquera la colère des fans de la première heure. Puis on arrive aux saisons 17 à 19, le cycle XY, et... les scénaristes ont d'un coup décidé que Pokémon serait un shonen sérieux, avec des héros sérieux, des enjeux sérieux, une romance sérieuse, bref, plus rien à voir avec l'anime de base. Et puis on a le cycle Soleil et Lune. Comme la série XY était trop sérieuse, on est revenu à une série comique. Et si l'aspect shonen n'a pas disparu, c'est bien l'humour qui s'impose dans ce cycle. Et ces cycles ont beau être différents les uns des autres et contradictoires entre eux, ils se déroulent dans la même timeline. Malgré la volonté des fanboys hystériques à faire passer Soleil et Lune comme une suite au film reboot à la série, en se basant sur l'existence du multivers dans Pokémon qui a été confirmé par les jeux Ruby Omega et Saphir Alpha. Au fond, on pourrait se dire que ces fanboys hystériques n'ont pas tort sur le principe. Ça aurait été plus logique de la part de la production d'opter pour des continuités différentes. Ne serait-ce que parce que la chronologie est totalement aberrante. En VF, en tout cas, la saison 1 se déroule sur plus d'un an. Une année entière s'est écoulée depuis notre passage dans cette ville. Je n'ai pas trouvé l'épisode en VO, donc je ne pourrais pas vous le confirmer. Même en admettant que ces repères temporels n'existent qu'en VF, Sacha ne peut pas être resté un enfant pendant 22 saisons, c'est pas possible. Tiens, par exemple, à Bourg-Palette, dans la région de Kanto, où habite un jeune garçon de 10 ans répondant au nom de Sacha. Et là, je peux vous prouver que c'est pareil en VO. そしてここは関東地方のマサラタウン。この町に住む少年サトシ10歳。 Changer de continuité à chaque génération façon Digimon aurait sans doute permis à chaque phase d'exister plus durablement dans l'esprit des spectateurs. Même pas besoin de changer de continuité. Dans les mangas Pokémon La Grande Aventure, ils changent juste les protagonistes et ça marche très bien. En tout cas, aujourd'hui, les gens semblent avoir oublié que Pokémon c'était une parodie à la base. Ça a pu leur échapper s'ils étaient enfants à l'époque. Je suis pas complètement sûr d'en avoir été pleinement conscient lors de mon premier visionnage. J'avais bien remarqué que la série était nettement moins sérieuse que les jeux et prenait beaucoup de liberté avec à peu près tout, mais j'y connaissais rien en shonen donc je n'aurais pas pu identifier la série comme la parodie d'un genre. L'épisode 1 de Pokémon a été diffusé pour la première fois en France le jour de mon entrée en CP. Je le sais, je l'ai vu, à ce moment-là c'était seulement sur la chaîne Fox Kids, réservée à ceux qui payaient le satellite. Je n'ai pas souvenir avoir vu un shonen avant. En maternelle, le seul anime japonais, enfin presque, dont j'étais fan avant l'arrivée de Pokémon, c'était les Mini-Pouces. C'est après la diffusion de Pokémon que j'ai découvert plein de shonen classiques ou d'autres genres reposant sur les mêmes codes. Mais bon, j'étais en primaire, alors l'aspect parodie de shonen me passait tout autant à côté même après, et vu que j'ai découvert Pokémon en premier, ça n'a pas aidé. Mais moi, le fait que ce soit une parodie est la première et principale chose que j'ai retenue de cette série. Oui, toi tu as regardé Pokémon à l'âge où on peut apprécier la parodie. Et tu avais connu les shonen des années 80 comme élément de comparaison. Ce n'est pas tout. C'est grâce à Pokémon que j'ai compris pour la première fois le concept de parodie et d'autoparodie, auquel je crois que j'étais complètement hermétique avant. Ce déclic tient au fait que je connaissais le genre shonen, mais aussi au fait que je ne connaissais pas les jeux. D'ailleurs, pendant des années, j'avais de la peine pour tous ceux qui avaient regardé la série comme une adaptation des jeux. Non seulement ils n'ont pas pu y trouver ce qu'ils cherchaient, mais ils n'ont pas pu y voir ce qu'il fallait y voir. Ce que j'y voyais était autosuffisant et ne pouvait qu'être parasité par la question de savoir ce que ça vaut comme adaptation. Je dirais même qu'on a souvent l'impression que le fait d'être une adaptation de jeux vidéo centrée sur des monstres n'est qu'un prétexte pour faire une série comique. Quelqu'un peut me dire ce que c'est un Pokémon? J'en veux pour preuve que la série ne se prend vraiment pas la tête avec l'idée qu'on est dans un monde inventé. On évoque Paris, Hollywood, et Thomas Edison ou Christophe Colomb selon la version. On voit des représentations d'animaux. C'est évident que la série ne cherchait pas à camper un univers alternatif crédible comme Avatar le dernier maître de l'air. Cette évidence m'ayant frappé, l'animé Pokémon a marqué un tournant dans mon expérience de spectatrice. À ce point? Notre vie change à jamais lorsqu'on découvre Pokémon. Deux paramètres ont contribué à ce que Pokémon me fasse cet effet. Premièrement, l'abondance de gags du 4e mur, surtout dans les premiers épisodes. Alors maintenant, ça suffit, nous sommes en retard. Nous devons commencer l'épisode d'aujourd'hui. Je commençais des études de théâtre et j'étudiais ce ressort humoristique, je ne pouvais donc qu'y être sensible.
Et deuxièmement? Deuxièmement, le fait d'avoir regardé en compagnie de mon père. Coucou papa si tu me regardes! Nos hommages, monsieur le papa de Chucky. Mon père était légèrement, mais très raisonnablement remonté contre les dessins animés japonais qui passaient à la télé quand j'étais petite. Pas tant à cause de la violence qu'à cause des méthodes cheap pour avoir l'animation la moins chère. Je tiens à dire que ça l'empêchait quand même pas de m'enregistrer Rémi sans famille. Toujours est-il que mon père adorait voir les codes de l'animation japonaise exagérés et utilisés pour la comédie dans Pokémon. L'épisode Les Pokémon changent de look le faisait particulièrement rire, et l'entendre en parler a été une révélation qui m'a donné le goût de l'absurde et de la caricature dans les dessins animés. Hommage à lui, alors du coup on a pu regarder les moteurs de l'espace. Quoi qu'il en soit, du coup, pour moi, ce qu'il y avait à retenir sur la série, c'est qu'elle détournait les codes du shonen. Mais même si c'est effectivement ça qui la distingue de Digimon et de Monster Rancher, c'est à relativiser. La parodie n'est pas le ressort humoristique principal de cette première saison. Attention, la saison 1 reste parodique jusqu'à la fin, mais dans l'ensemble, la série joue surtout sur le comique de situation généré par le fait d'être dans un univers absurde et peuplé de personnages caricaturaux et fiers de l'être. Les détournements de codes sont plus souvent une règle générale qui orientera le scénario vers des directions inattendues qu'un prétexte à faire des gags. La série est drôle parce qu'elle est affranchie de ses codes et sans complexe. Mais répertorier les ressorts humoristiques qu'elle utilise n'est pas forcément chose aisée. Déjà, comme on vient de le dire, le ressort comique principal c'est l'absurde. Le fait que ce soit adapté d'un jeu vidéo génère forcément des incongruités, mais là où Monster Rancher essayait de retranscrire des éléments de gameplay du jeu de manière logique pour une série animée, Pokémon n'essaie absolument pas. C'est sûr que l'univers des jeux et l'univers du dessin animé ne fonctionnent pas pareil. On peut relever plein d'exemples. Le concept de niveau est inexistant sauf pour un seul épisode de la saison 1, les attaques ne sont pas limitées en nombre d'utilisations, d'ailleurs les attaques, les Pokémon peuvent en avoir plus de 4 en réserve, et comme vous pouvez le voir sur cet extrait, Ronflex cumule les statuts sommeil et gelée, chose impossible dans les jeux. A contrario, dans le manga Pokémon La Grande Aventure, on adapte tous les éléments de gameplay des jeux, même la pression sur le bouton B pour empêcher un Pokémon d'évoluer. Par ailleurs, l'anime n'essaie pas de justifier les incongruités de l'univers. Oui, toutes les infirmières et tous les agents de police ont la même tête et le même nom, quelle que soit la ville où on les croise, alors qu'en plus pour les noms ce n'est même pas le cas dans les jeux, du moins les premiers, c'est juste que les infirmières ont toutes la même tête, mais dans la série c'est assumé à fond, et transformé en running gag, et élaboré. Ah, tu arrives à les reconnaître. C'est un jeu d'enfant. La caillou de Jadiel porte une jupe plus courte que les autres cailloux. La caillou de Céladopole utilise du gel pour coiffer ses beaux cheveux. La caillou de Safrania porte le parfum numéro 5 de Rafflesia. C'est marrant de souligner que ce n'est pas le cas dans Pokémon Origins et dans Pokémon Génération, prouvant que c'est bien un gag spécifique au dessin animé avec Sacha. Un gag pas toujours très cohérent d'ailleurs. Dans l'épisode 2, l'infirmière Joël de Jadiel appelle celle d'Argenta petite sœur, mais celle d'Argenta prétend être la grande sœur dans l'épisode 5. Si c'est aussi dans la VO, c'est bien la preuve que la série n'avait pas l'intention de se prendre la tête avec des questions de cohérence. Mais la série ne va pas se contenter de tourner en dérision les incongruités du jeu de façon désinvolte pour alimenter sa trollerie, si? Bien sûr que non, et c'est là que les personnages entrent en scène. Ouais, vous avez dit qu'ils étaient caricaturaux et fiers de l'être. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce ne sont pas des personnages déjantés adaptés à l'univers déjanté dans lequel ils vivent, façon Dick et Ace de Funky Cops. Les travers de leur personnalité sont très accentués, mais pas déraisonnablement et pas autant que dans Funky Cops, et sont traités par les autres personnages comme des travers, pas des traits de caractère normaux pour cet univers. Chaque fois que Sacha se montre prétentieux ou présomptueux, Pierre et Ondine le relèvent. Et révèlent un peu plus tard qu'en fait ils ne valent pas mieux que lui. Et c'est pas grave. D'abord parce que globalement les travers des personnages ne les handicapent pas plus que ça, et s'il arrive qu'ils échouent à cause de l'un d'eux, plus par nécessité humoristique que pédagogique, ils réussissent globalement à atteindre leurs objectifs sans avoir besoin d'évoluer. Et tant mieux, parce que sinon ils cesseraient d'être drôles. Et ensuite Parce que ce ne sont jamais des travers qui les rendent antipathiques. Sauf si leur rôle dans l'intrigue est d'être antipathique. Et dans ce dernier cas, la série se débrouillera pour que leur attitude reste suffisamment bénigne pour qu'on les supporte. C'est vrai que globalement, la plupart des personnages sont attachants dans cette saison 1, malgré leurs défauts. Et d'ailleurs... On reviendra sur les personnages. Finissons d'abord notre cartographie des types d'humour utilisés. Un deuxième ressort comique important est le comique méta. Déjà, le narrateur est un gag à lui tout seul. Cette route doit bien se trouver quelque part. Ah oui, et où ça, quelque part? Et les personnages font eux-mêmes référence au fait qu'on est dans un épisode où qu'ils doivent respecter les règles de la fiction. Soit on emprunte le chemin, soit on risque nos vies en escaladant la falaise. On ne peut décemment pas prendre le chemin. On va devoir escalader la falaise. Tout ça parce que nous sommes les méchants, et c'est bien connu que les méchants passent toujours par derrière. Le troisième ressort comique, au bout d'un moment, c'est la série qui se met à détourner ses propres codes. Elle le fait beaucoup et c'est en ça qu'elle est une parodie, mais au final, elle se parodie davantage elle-même que les autres shonen en faisant ça. La parodie du genre se traduit principalement par l'utilisation de codes et de gags classiques de l'animation japonaise, mais de manière poussée à l'excès ou caricaturée de manière à être plus drôle. Ma conscience m'empêche de continuer, je n'arrive pas à me persuader que je dois battre Pierre. C'est comme si l'esprit de ses frères et
professeur arrêter mon bras pour m'interdire de faire du mal à la seule personne qui le reste au monde. Sacha, c'est exactement ce qu'il faut, ouvre les yeux. Est-ce que le design des Pokémon peut être considéré comme un gag? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le design des Pokémon? Bah, il y en a qui sont très mignons, mais il y en a quand même, on se demande où ils ont pêché ça. D'abord, tu n'as aucun goût. Ensuite, les auteurs du dessin animé ne sont pas responsables du design des Pokémon. Les 151 premiers et quelques autres étaient déjà dessinés et même redessinés par les développeurs de Game Freak pour les jeux vidéo. Sans être responsable, les scénaristes et les animateurs n'ont pas hésité à jouer sur ce design pour insérer des gags supplémentaires. Déjà, le fait que les Pokémon disent leur nom, c'est extrapolé par rapport aux jeux. Ceux des jeux ont décrit, ils ne disent pas leur nom. Ouais, bon, mais ça n'a pas dérangé les développeurs du jeu vidéo. Sinon, la voix de Pikachu n'aurait pas été digitalisée dans Pokémon Jaune et dans tous les jeux Pokémon depuis X et Y, avec Evoli qui est depuis le jeu qui porte son nom. Après, c'est vrai que Pikachu ne dit pas son nom dans Pokémon Génération, sorti après les jeux X et Y. En tout cas, c'est loin d'avoir toujours été une caractéristique fondamentale des Pokémon dans les jeux. Ça l'est dans la série, et ce depuis le tout début. Pikachu. Il s'appelle Pikachu. Les monstres disent souvent des bouts de leur nom dans les animés japonais, les Digimon le font en VO. Mais le fait qu'il existe un langage Pokémon constitué de leur nom, c'est quelque chose que la série animée utilise abondamment pour l'humour. J'ai déjà tenté de savoir comment les Pokémon se comprenaient entre eux, avec pour seul vocabulaire leurs noms respectifs. Hey, je vais essayer de lui dire bonjour. Pika Pika, Pika Pikachu, Cachupi, Pikaka, Pikachu. Je suis sûr qu'il va me considérer comme son meilleur ami. Il m'a fait une démonstration de ses attaques, c'était génial. Par contre, il a failli me blesser avec, donc je ne suis pas pressé de le revoir. Les Pokémon eux-mêmes, en plus d'être le sujet de la série, sont abondamment utilisés comme ressort comique. Pour rendre les choses amusantes, on n'hésite pas à faire passer un Pokémon au design rigolo dans le décor sans que ça ait de rapport avec l'action. Et il y a carrément un épisode sur l'incongruité du design de Flagados par rapport à celui du coquillasse qui a servi à le faire évoluer. Je suppose que ça fait beaucoup rire les joueurs qu'un tel épisode existe. Mais pour un non-joueur, c'est juste un gag supplémentaire fondé sur l'absurde. D'ailleurs, un truc que je me demandais, il y a beaucoup de private jokes destinés aux joueurs? Pas tant que ça. Il y en a quelques-unes. Par exemple, l'histoire comme quoi le Raichu du Major Bob ne connaît pas certaines attaques parce qu'il a évolué trop tôt. Et pour ce qui est d'entretenir un sentiment de connivence avec les joueurs, je dirais que c'est plutôt le contraire. En tant que jeunes joueurs, nous avions tendance à prendre les éléments de la série plus au sérieux qu'ils le méritaient. L'apparition précoce de Togepi a engendré de nombreuses légendes sur comment l'obtenir dans le jeu, et l'épisode où un Fantominus crée une illusion où un Florizarre et un Tortank fusionnent nous a fait penser que, peut-être, il y avait moyen de faire ça aussi dans les jeux. Et l'histoire de Flagados dans l'animé laissait à croire qu'il fallait un coquillasse pour faire évoluer Ramolos. Alors que pas du tout, Ramolos évolue avec les niveaux. Je ne me souviens pas des rumeurs sur Togepi. Chez moi, c'était plutôt Marie qui faisait du bruit. Par contre, Floritank, ça m'a bien marqué. Car Stéphane n'arrêtait pas de dire à la cour de récré que pour l'obtenir, il fallait un Florizarre et un Tortank dans son équipe et les combiner avec une pierre lune. Ah, qu'est-ce qu'on en avait de l'imagination à l'époque. Pour ce qui concerne Coquillas et Ramolos, cette histoire était d'autant plus frustrante que le Pokétex des premiers jeux relayait cette information. Je fais partie de ces jeunes qui ont essayé de faire évoluer un Ramolos en mettant un Coquillas dans son équipe. Mais vous savez, tout ça, c'est plutôt soft, comparé à Rakayu qui se fait battre par l'attaque éclair de Pikachu dans le second match d'arène contre Pierre. Alors qu'il a le type sol, et que ce type est censé être invulnérable à l'électricité. Encore Onix, il s'est fait mouiller. Je veux bien croire qu'un Pokémon sol mouillé devient sensible aux attaques électriques. Du moins dans le monde du dessin animé Pokémon, puisque ça n'a pas été repris dans les jeux quand la pluie est arrivée. Mais pour Rakayu qui n'a pas touché une goutte d'eau, vous justifiez cela comment? Ma théorie, c'est que les scénaristes ont cru que Rakayu était un Pokémon de type roche pur. Et en même temps, comme tous les Pokémon roche de cette génération ont deux types, et que pour la majorité d'entre eux, le deuxième type c'est le seul, je me dis que ça aurait été mieux ainsi, histoire de le différencier des autres. Ou c'est tout simplement que l'animé voulait être plus souple que les jeux sur les aspects liés aux avantages de type. Le fait que les Pokémon puissent avoir plus de 4 attaques à la fois dans l'animé, comme tu le mentionnais tout à l'heure, va aussi dans ce sens. Toujours est-il que du coup, la série était plus trompeuse qu'autre chose pour les joueurs. Ok, je suppose que ça contribue à ce qu'on apprécie mieux la série quand on ignore tout des jeux, mais je crois qu'on a fait le tour pour les différents types d'humour utilisés, et on a promis à Lionel de faire le point sur les personnages. Ah oui, les personnages. Justement, Dans notre souvenir, Sacha était une espèce de gaffeur qui ne réussit que par chance et opportunisme, et parce qu'il sait convaincre les gens de le laisser gagner. C'était ça le gag. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Déjà au final, il ne réussit pas tant par opportunisme que par super pouvoir du dit. La sincérité de sa vocation et son amour réel des Pokémon touchent tellement ceux qu'il rencontre qu'on finit par lui donner ce qu'il veut, même s'il n'a ni les connaissances théoriques ni la technique exigée pour réussir l'épreuve qu'il est en train de passer. Mais surtout, le fait qu'il ne soit pas aussi compétent que les épreuves l'exigent ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent dans l'absolu. En fait, il l'est raisonnablement. Ok, au début de la série, il fait des erreurs de débutant, du genre envoyer un Pokémon insecte contre un Pokémon oiseau, mais très vite, il apprend à choisir plus judicieusement. Et il a beau avoir besoin de son Pokédex pour identifier tous les Pokémon qu'il rencontre, il n'a besoin de le faire qu'une fois. Dès qu'un Pokémon a rejoint son équipe, il connaît ses attaques sur le bout des doigts et dans quelles circonstances les utiliser. Dans un épisode du début, un personnage souligne même le talent rare qu'a Sacha pour prendre en main un Pokémon qui vient d'évoluer.
Franchement, qu'est-ce qu'il faut exiger de plus d'un dresseur dans un match? On n'a juste pas envie de voir qu'il est compétent parce qu'il n'est ni humble, ni réfléchi, ni assez intègre pour refuser un badge qu'il n'a pas gagné à la régulière. Effectivement, c'est avant tout un gamin très impulsif et assez prétentieux, même si la série s'empresse de nous démontrer que pour la prétention, il y a pire que lui. Mais il est gentil et toujours prêt à rendre service. Et surtout, comme on a dit, il aime vraiment les Pokémon. Et en particulier ces Pokémon, avec lesquels il entretient une relation de grande qualité. Il n'hésite pas à se mettre en danger pour les protéger et sait prendre soin d'eux. Franchement, qu'est-ce qu'il faut exiger de plus d'un dresseur en dehors des matchs? Pourtant, quand Salamèche se met à évoluer, il décide de refuser d'obéir à Sacha parce qu'il ne le trouve pas assez bon dresseur. Ben c'est pas juste. Sacha est un dresseur raisonnablement bon selon les standards de cette série, parce qu'il compense un manque de maîtrise par un très bon feeling avec les Pokémon. C'est juste que Salamèche devient con en évoluant. La preuve, le puissant Dracofeu ne gagne ses combats que lorsqu'il daigne écouter les instructions de Sacha. C'est un truc qui m'a toujours déprimé, ça veut dire qu'en évoluant, tu changes réellement de personnalité. Le Pokédex de Pokémon Go le confirme d'ailleurs au moins dans le cas de Léviator. Tu m'étonnes que Bulbizarre et Pikachu refusent de le faire? J'ai pu observer tout au long de la série des Pokémon qui évoluent. Le changement de personnalité n'est pas aussi fréquent et aussi radical qu'on veut nous le faire croire. Ça peut arriver, il y a même des espèces qui changent obligatoirement de personnalité en évoluant, mais généralement quand un Pokémon évolue, soit le Pokémon devient plus mûr, soit il reste comme avant, à la limite ses traits de caractère sont plus appuyés, soit il a besoin d'un temps d'adaptation, ou soit il est devenu trop fort par rapport aux compétences de son dresseur, et en attendant que ce dernier lui prouve sa valeur, il fait une crise d'adolescence. Pour Dracofeu dans la saison 1, c'est bien évidemment le premier cas. Non, bien sûr, c'est la crise d'adolescence, vous aviez compris. C'est plus souvent durant la période où ils sont sur le point d'évoluer qu'ils se comportent bizarrement. Quoi qu'il en soit, à la base, Sacha est censé être un gamin insupportable qui réussit par chance, mais au final il est très supportable, et s'il réussit par chance, c'est pas totalement immérité. Le scénario, la narration et les dialogues nous mystifient un peu de ce point de vue-là, en insistant beaucoup sur ce qu'il devrait faire et ne fait pas pour être un bon dresseur. Le souci, c'est que très souvent, ces choses que soi-disant il ne fait pas, soit il serait inutile de les faire, soit il les fait, quoi qu'on prétende. Pendant tout l'arc de préparation de la Ligue Indigo, c'est-à-dire entre le moment où Sacha obtient le dernier badge de qualification et le début du championnat lui-même, chaque épisode ouvre sur un laïus du narrateur sur le fait que Sacha ne s'entraîne pas autant qu'il devrait. Mais s'entraîner, ça veut dire quoi pour un dresseur? Donner de l'exercice à ses Pokémon? En général, il leur en donne au cours de l'aventure du jour. Se renseigner sur les Pokémon? En général, il le fait pendant l'épisode. Chaque épisode se termine sur la conclusion que Sacha a été bien utile pour résoudre le problème du jour, mais ne s'est pas entraîné. Mais de qui se moque-t-on? Le problème du jour l'a entraîné et a entraîné ses Pokémon. Ce qui est vrai, c'est qu'il préfère toujours vivre des aventures que bachoter, mais il prend chaque aventure comme une occasion de s'entraîner. Pour le narrateur, c'est un peu étrange, on s'attend à ce qu'il ne dise que des choses vraies. Mais bon, il s'est installé depuis le début de la série comme un commentateur partial qui a des remarques désobligeantes à faire sur l'action. Vous savez maintenant comment Sacha a capturé Bulbizarre et Salamèche. Malheureusement pour nos oreilles, ça l'a mis de bonne humeur. Et du coup, il chante. Il s'imagine qu'il n'est pas si difficile de devenir un vrai dresseur Pokémon. Quant à Pierre et Ondine, désolé de dire ça, mais tout champion d'arène qui soit, ils n'ont pas spécialement fait preuve de bonne foi depuis le début de la série. Ce ne sont pas vraiment de meilleures personnes que Sacha. Est-ce que qui que ce soit peut se vanter d'être une meilleure personne que Sacha dans cette série? Les champions d'arène. Qu'est-ce que j'ai à craindre d'un bébé comme toi? Nous allons jouer ensemble. Si vous détestez tant le parfum, vous feriez mieux de partir. Et comme nous vendons du parfum, vous devez aussi nous détester. La lave, c'est toujours le volcan. Nous avons une mission à te confier, un cas d'urgence. Non, pas les champions d'arène. Bon, les infirmières Joël et les agents Caillou. Ouais. Et encore. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, Pierre et Ondine ne sont pas de meilleures personnes que Sacha. Bon, Pierre est un peu plus âgé, donc plus mature et plus cultivé. Le plus souvent. Et Ondine... Ne reste pas planté là, tu vois bien qu'il a besoin d'un médecin. Ça fait plus d'une semaine que nous tournons en rond. Vous êtes en train de pomper devant cette photo ridicule, je vais m'occuper de cette petite bête toute seule. Non, Ondine rien. C'est une gamine impulsive aussi, et si elle est beaucoup moins vantarde que Sacha, elle n'est pas moins vaniteuse. Ce ne sont pas de pires personnes que Sacha non plus. Ils ont aussi bon cœur que lui au fond. Mais surtout, en tant que protagonistes, ils ne sont pas des personnes tout court. Ils sont le cœur antique. Comment ça, pas des personnages? Ils ont un caractère défini et une histoire personnelle. Je veux pas dire qu'ils ont pas de personnalité ou d'arc personnel. Et effectivement, Pierre est un frère de famille qui a dû renoncer à ses rêves de voyager autour du monde pour devenir éleveur de Pokémon, et Ondine, la Benjamine, dans une famille de 4 sœurs, dont la réussite sociale est trop écrasante à supporter, et qui n'ont aucun scrupule à la dénigrer méchamment. Et en effet, Pierre est un cœur d'artichaut qui craque sur toutes les filles qui passent, et Ondine a un sale caractère mis au service de la vérité fausse numéro 2. Mais concrètement, dans l'intrigue, leur rôle est principalement d'assister aux aventures de Sacha et de les commenter, comme le ferait un cœur antique. Ils permettent qu'il y ait des bras supplémentaires quand il y en a besoin,
Mais à part 2-3 exceptions, l'histoire de la série, en tout cas dans cette saison 1, c'est l'histoire de Sacha, commentée par Pierre et Ondine. Pour la plupart des personnages qui remplacent Pierre et Ondine, ça fonctionne différemment. Bon, pas pour Chucky qui n'existe que pour remplacer Pierre suite à la mondialisation de la licence. Pour faire bref, comme Pierre est le seul personnage de la série avec les yeux fermés, en dehors de sa famille, les auteurs avaient peur que les téléspectateurs occidentaux l'utilisent pour se moquer de l'apparence des Asiatiques et de leurs yeux bridés, et l'ont substitué par un personnage à la peau bien blanche, alors qu'il passe un sacré bout de temps dans les îles. Mais le personnage de Pierre manquait aux fans japonais, et finalement les Américains n'en avaient rien à faire de son apparence physique. Du coup, il revient après l'arc des îles Oranges et Jackie quitte le groupe de Sacha en devenant l'assistant du professeur Chen. Le personnage de Jackie restait sympathique, mais le seul truc qui le rendait marquant, c'était ses Pokémon, du moins Marill et un sécateur. Dans Advent Generation, on suit en même temps l'histoire de Sacha et l'histoire de Flora, puisqu'à partir de là, les nouveaux personnages pourront également avoir un but à accomplir qui est tout aussi intéressant à suivre que celui de Sacha. On a également Max, le petit frère de Flora, qui joue le rôle très mal aimé de l'enfant qui est juste là pour que le jeune téléspectateur s'identifie à lui. Dans Diamant et Perle, Aurore hérite du rôle de Flora, et si Pierre avait un rôle de spectateur avant, les scénaristes ont essayé de le rendre plus important et plus profond, en partant du principe qu'ils voulaient faire un vrai shonen. C'est rien de le dire que Pierre avait un rôle de spectateur. Dans l'épisode 7, il se passe ça. Il faut que je te laisse, je dois vérifier un truc. Quoi donc? Un truc, c'est tout. À plus tard. Il revient à la fin de l'épisode et on n'a aucune idée de ce qu'il est allé faire. C'est juste que dans cet épisode, il n'y avait pas besoin de Pierre et il fallait éviter qu'il soit là pour baver sur les sœurs d'Ondine et nous distraire du sujet principal de l'épisode, les complexes d'Ondine vis-à-vis de ses sœurs. Alors on l'évacue sous un prétexte bidon en se disant que le personnage est même pas assez important pour donner ne serait-ce qu'un semblant d'explication. Ensuite, il y a eu Rachid et Iris. Pour eux, c'est plus compliqué. Ils ont chacun leurs objectifs, mais qui ne sont pas considérés par la série comme quelque chose d'aussi important et intéressant que la quête des badges de Sacha. Si je me fie à votre analyse de Pierre et Ondine dans la saison 1, Rachid et Iris sont les plus proches de cette fonction de spectateur, avec des personnalités qui leur permettent tout de même de se différencier de leurs aînés. Mais je suis quand même déçu par les choix faits pour Iris. C'était un personnage très intriguant, entre sa passion pour les Pokémon Dragons, son pouvoir de communiquer par télépathie avec eux et son destin de devenir championne d'arène, mais les scénaristes ont introduit tout ça sans rien faire avec. C'est limite du sabotage. J'arrive à apprécier le personnage pour sa personnalité et son character design qui tranche avec les autres héroïnes, mais au final, apparaître une Ondine 2 en plus immature et plus mesquine envers Sacha, ce qui l'a fait détester des fans, elle n'apporte rien à la série. On se consolera avec son twist dans les jeux Noir 2 et Planche 2. Dans X et Y, on a Serena, Lem et Clem. Et pour résumer rapidement, la série voulait glorifier tous les membres du groupe de Sacha pour faire d'eux des héros. Oh, joli jingle. Merci. Et dans Soleil et Lune, les compagnons de Sacha sont définis comme des camarades de classe. C'est une bande d'école, quoi. T'as la tête brûlée, la fille timide, la fille à la forte personnalité, la fille tous échantille, et le gamin insupportable. Bien que Pierre et Ondine soient des personnages clairement secondaires dans la saison 1, ils sont, au moins partiellement, là dans tous les épisodes, donc ils ont quand même l'occasion d'être un peu développés au-delà de leur rôle de cœur antique. Les autres personnages de l'entourage de Sacha n'ont pas tous cette chance. Déjà, Régis, le soi-disant rival de Sacha, au final il ne servira pas à grand chose à part au gag visuel. Dès que le scénario exigera que Sacha est réellement un rival, Régis sera expulsé et remplacé par quelqu'un d'autre. C'est une des façons dont la série tord le cou aux recettes classiques de shonen. Quant aux deux autres gamins du Bourg-Paulette qui ont commencé leur voyage le même jour que Sacha et Régis, ils n'apparaîtront carrément jamais dans le cadre, même si la série nous tease à leur sujet en nous racontant leur victoire et leur défaite finale. Ce sont des chiffres molles, c'est tout. On leur a donné un design dans le film Reboot, basé sur d'autres personnages. D'après Pulpapédia, la fille ressemble à une tresseuse de Pokémon O qui participe à l'intrigue d'un épisode de la saison 2, et le garçon s'apparente à un rival de la 6ème génération, qui est d'ailleurs considéré comme un des plus mauvais rivaux dans les jeux vidéo, mais qui a été un peu amélioré dans le dessin animé. Après qu'on soit clair, ce ne sont pas eux. Leur choix de starter ne correspond même pas. Une autre preuve que Sacha n'est pas si mauvais. Il n'a rien fait de si impressionnant, encore que... mais il est l'un des deux seuls à avoir réussi dans des délais si courts. D'autant plus méritoire que Sacha a même défié certains champions coriaces ou difficiles à trouver qui sont obligatoires dans le jeu, mais parfaitement facultatifs dans la série, la région comptant plus que 8 arènes dans l'animé. Pourtant, le parcours de Sacha n'est pas celui de quelqu'un qui évolue et devient plus fort. C'est vraiment celui de quelqu'un qui enrichit sa collection de Pokémon en saisissant toutes les opportunités et en explorant tous les endroits. Quoi ? Du temps de la série, le slogan de Pokémon était « Attrapez-les tous », et dans un épisode, Sacha confirme que ça fait partie de ses ambitions. Or, du point de vue d'un joueur, Sacha est une véritable calamité. Il saisit vraiment très peu d'occasions d'attraper des Pokémon et de les faire évoluer. Ça lui arrive des fois de penser d'un coup qu'il faut qu'il capture plus de Pokémon pour atteindre son objectif, et que ça devient le sujet de l'épisode.
Mais quand ça arrive, il y a très souvent un truc qui cloche, comme dans l'épisode où il capture un colossinge. Le problème, c'est qu'il se sépare de lui 2 épisodes plus tard et qu'on ne le reverra plus jamais en dehors des génériques qui confirment que c'est toujours un Pokémon de Sacha. Dans un autre épisode, celui de Mini Draco et Draco, non diffusé hors du Japon pour son utilisation trop explicite des armes à feu, de qui les distributeurs américains se moquent-ils, Sacha veut capturer plein de Pokémon, car il est au parc Safari, un lieu regorgeant de Pokémon rares. Et pour en rajouter encore plus à la situation de départ, la Team Rocket lance un défi au héros de celui qui capturera le plus de Pokémon. Sacha réussira à en attraper plein dans cet épisode. Mais de la même espèce. Et oui, c'est de là que viennent les 30 tauros qu'en France, on a découvert qu'au retour de Sacha à Pourpalette. D'ailleurs, on ne le mentionnera jamais, mais une partie d'entre eux appartiennent à Pierre normalement. S'ils n'ont capturé que des tauros, c'est par malchance, car il y avait toujours un troupeau de tauros qui se mettait entre eux et le Pokémon qu'ils voulaient attraper quand ils lançaient une Safari Ball. Bizarre, car dans les jeux d'origine et les remakes sur GBA, les tauros du parc Safari sont rares et fuient assez facilement. Ça doit être pour la blague. Bon après, Sacha est un peu de mauvaise foi, car là, rien ne l'empêcherait de retenter sa chance avec ce rhinocorne. Dans les saisons suivantes, son envie de capturer des Pokémon peut varier d'un cycle à l'autre. Et le nombre de nouveaux Pokémon dans la génération associée doit influencer, puisque dans Noir et Blanche, où il y avait en tout 156 nouveaux Pokémon, Sacha capture plus de Pokémon qu'à la normale. Alors que dans les générations liées aux 2 dernières séries, où il y avait environ 80 nouveaux Pokémon par génération sans compter une nouvelle forme, Sacha peine à compléter son équipe. Et il trouve le moyen d'en relâcher. Le comportement de Sacha est vraiment très frustrant pour un joueur. Surtout un joueur un peu collectionneur comme moi qui cherche avant tout à remplir le Pokédex. Ce n'est pas trop mon cas. Du moins aujourd'hui, car à l'époque de Rouge et Bleu, le slogan « Attrapez-les tous » était bien mis en avant. Maintenant, je me limite au strict minimum. Les membres de mon équipe, les légendaires, les shiny, c'est rare qu'un autre opus me donne envie de capturer tes Pokémon en masse, sans m'y obliger. J'ai une règle, je ne capture jamais de forme évoluée, sauf si c'est impératif. Je suis donc obligé de... Bon, les garçons, on parle de Sacha, là, pas de vous. Sacha confirme qu'il a l'ambition de tous les attraper, mais ne fait rien dans ce sens. Car des occasions, il en a, c'est juste qu'il les saisit seulement quand il faut pas. Contrairement au raid de Pokémon Origins, plus fidèlement adapté des jeux, il ne fait pas d'exploration des hautes herbes, des grottes ou des plans d'eau pour trouver de nouveaux Pokémon. Au fil de toute la saison, il ne comprend jamais qu'il est censé affaiblir un Pokémon avant de lancer une Pokéball. Il sait pas jouer, il sait juste pas jouer. C'est pas juste que la série n'est finalement pas faite pour les joueurs. Si, précisément, il faut ouvrir ses chakras. Comprendre que si Sacha ne capture presque que des Pokémon qui décident de le suivre de leur plein gré, c'est parce que c'est une bonne personne, pas un mauvais joueur. Que quand le professeur Chen fait les comptes à la fin et montre que comparativement à Régis, Sacha a attrapé beaucoup moins de Pokémon mais en a vu beaucoup plus, ça ne signifie pas que Sacha est mauvais, ça signifie que Régis bourrine tandis que Sacha s'intéresse réellement au monde qui l'entoure et aux Pokémon. Le discours que tient le professeur Chen à la fin des premiers jeux aurait beaucoup plus eu sa place dans la série. Où l'occasion ne se présente pas. Que ce soit cohérent avec les jeux ou non, il n'y a pas réellement besoin de rival dans cette histoire, parce que ce n'est pas l'histoire de la progression de Sacha. Sacha n'a pas besoin de progresser, c'est ses Pokémon qui doivent être forts. Lui doit seulement acquérir la compétence de les apprivoiser et de les utiliser à bon escient ensuite. Ce qu'il fait assez vite, d'abord parce qu'il y a plus d'histoires à raconter sur l'exploration que sur l'apprentissage, et ensuite parce que ce n'est pas une compétence qu'on attend une saison entière de plus de 80 épisodes pour acquérir. La présence d'un rival dans ces circonstances sera plutôt l'occasion d'un débat sur la bonne façon de faire. Ah tiens, peut-être plein de Pokémon mais aucun d'entre eux sont tes amis. Et c'est arrivé dans la série Pokémon Diamant et Perle, avec le personnage de Paul. Aussi expérimenté que Sacha, il a une façon plus sévère et pragmatique d'élever ses Pokémon, ce qui créera une opposition avec notre héros. Mais à une exception près, sa méthode marche plutôt bien et ses Pokémon ne le vivent pas mal. La série a toujours eu un point de vue ambivalent sur cette problématique des méthodes de dressage. Un épisode du début de la saison 1 met en scène un dresseur, Albert, qui a l'air d'être un peu comme ce Paul des saisons tardives, mais contre toute attente s'est présenté comme quelque chose de positif, sans ambiguïté. Comment peuvent-ils préférer ce bourreau sans cœur ? Albert est dur et exigeant, mais comme tu peux le voir, il aime profondément ses Pokémon. Avatar de la volonté de la série de détourner les codes des shonen ? Possible. En tout cas, la saison 1 étant ce qu'elle est, elle laisse peu de place à des rivaux pour Sacha. Les soutiens adultes de Sacha sont sans doute mieux lotis, vu que par contre il y a toujours besoin de personnages destinés à servir de tutoriel ou donner la morale de l'épisode dans un discours plein de sagesse. Mais la série est parodique, donc hors de question que ces personnages soient sérieux. Ainsi, le professeur Chen est un grand savant un peu lunatique qui n'a pas toujours les pieds sur terre, et ne manque pas une occasion de narguer Sacha avec les exploits de son petit-fils Régis. Pas toujours de façon cohérente d'ailleurs. Sacha, il faut que tu saches que Régis, mon petit-fils, a déjà capturé 45 Pokémon. Ah oui, j'ai oublié de te dire que Régis a capturé 30 Pokémon. Quant à la mère de Sacha, elle a beau laisser son fils partir autour du monde, elle sert quand même à des gags de maman poule qui fout la honte à son fils en lui parlant de changer ses sous-vêtements devant tout le monde. Oh, mais on sait très bien pourquoi la mère de Sacha veut se débarrasser de son fils au plus vite. Oui, une blague de fan voulait que le professeur Chen et elle envoient Sacha autour du monde pour lui cacher qu'ils couchent ensemble pendant ce temps.
Au final, quand on voit la saison 1, on se dit que cette potentielle relation est totalement crédible. En effet, à chaque fois que Sacha appelle l'un, il est informé que celui-ci a eu de ses nouvelles par l'autre. Et les deux partent en vacances ensemble. Ce qui est plus que suspect. Mais bon, le fait qu'il y ait suffisamment de flou dans la vie de ces personnages pour qu'on puisse y greffer ce genre d'intrigue imaginaire prouve que ces personnages sont eux aussi pas mal laissés de côté. Au final, le vrai personnage qui est vraiment un personnage dans cette saison 1, c'est Sacha. Ah, mais je proteste. Il y a aussi la Team Rocket. Ah, la Team Rocket. Parlons-en de la Team Rocket. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. James. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Yes, oui, la guerre. Non mais franchement, où ils ont pêché cette idée-là? Pas dans les jeux. La Team Rocket n'y est qu'une sorte de mafia, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est que les agents portent un uniforme. Qu'est-ce que ça parodie? Je pencherais pour Sailor Moon. Les méchants n'y récitent pas de devises, mais ils y font des discours très verbeux, et la rose de James, ça fait très Sailor Moon. Le trio de méchants débiles est un cliché qui remonte à plus loin que Pokémon. Le coup de la devise fait peut-être partie du code, mais je n'ai pas souvenir d'un autre trio de méchants débiles qui en utilise. En tout cas, ce gag est une trouvaille. Un peu comme la scène de la Wunschpunch dans Wunschpunch. Ça devrait être le moment le plus chiant, mais non. Déjà parce que la mise en scène change à chaque fois, et parfois la formule aussi, mais qu'en plus, le ridicule de ce rituel est tellement assumé qu'il en devient classe. Jesse et James sont extrêmement fiers de leur devise. Ils la récitent qu'il y ait un public ou pas, et ils ont le réflexe pavlovien de la réciter, quitte à briser leur couverture dès qu'on les lance sur le sujet. Et ils sont tellement persuadés que cette récitation les rend classe, qui nous en persuade avec eux, et qu'on finit par attendre ce passage de l'épisode avec impatience. Même les héros aiment cette devise, ils la reprennent 2 fois dans la saison 1. Maintenant je sais pourquoi ils récitent tout le temps ce truc idiot. C'est amusant. Cette devise reste la même jusqu'à la fin de la saison 8. Puis ils la changeront une fois par génération. Il y a juste les saisons 16 à 19 où ils utilisent une variante de leur devise de saison 1. Et avec les modifications de devise, sont arrivées les mises en scène récurrentes uniques à chaque région. Au début, c'était rare, genre c'était utilisé une fois sur 5, les 4 autres fois la devise avait une mise en scène unique, puis le rare est devenu tout le temps. Alors même si l'animation et le dessin sont jolis, ça n'empêche pas ces moments de devenir chiants, même lorsque la formulation est différente. Passons sur la devise et revenons à ce qu'on disait. Jesse, James et Meowth sont de vrais personnages. Déjà parce qu'ils ont tous les trois une longue histoire pathétique. Bon, Pierre et Ondine ont aussi une histoire, mais elle ne les influence finalement que très peu dans leurs interactions avec Sacha. En revanche, on regarde les actions de la Team Rocket d'un autre œil une fois qu'on sait que James a fui la maison familiale pour échapper à un mariage arrangé, que Meowth a appris à parler et décidé de devenir riche pour séduire une chatounette qui ne voulait pas de lui, et que Jessie a grandi dans une famille pauvre, ce qui fait que les seuls moments de festivité qu'elle connaissait étaient quand la neige tombait et que sa mère l'utilisait pour faire des sculptures en forme de plats raffinés pour lui donner l'illusion de se faire servir un festin, et qu'elle a cessé de croire au Père Noël parce qu'un lipoutou a emporté son jouet. De fait, dans cette série qui refuse de prendre quoi que ce soit au sérieux, tout ce qui pourra s'apparenter de près ou de loin à une scène émouvante impliquera généralement la Team Rocket. Il y aura des exceptions, mais en général, si une scène doit faire pleurer, que ce soit de peine ou d'attendrissement, ce sera une scène de la Team Rocket. Un détail qui prouve qu'ils sont plus approfondis que les autres personnages, ou au moins qu'ils sont perçus comme tels par les traducteurs, c'est que leur façon de se parler entre eux dépend de la situation. Une fois, James s'appelle Jessie Jessica, parce qu'ils sont sur le point de mourir. Jessica? Oui, James. Celui qui a dit « La beauté n'est pas éternelle » devait parler de nous? Jamais je n'oublierai quel grand styliste tu étais. Et il l'appelle Jess à un moment où ils sont victorieux. Hé Jess, il ne lui manque plus qu'un abat-jour. À côté de ça, la façon dont Ondine et Pierre parlent à Sacha dépend beaucoup moins du contexte. Dans le même ordre d'idées, ce qui peut s'apparenter à du drame ou de la tragédie dans cette série, c'est leur histoire personnelle. Ils sont comme Doofenshmirtz. Leur ambition dans la vie, c'est d'être des super vilains. Mais leur principal handicap pour atteindre ce but, c'est qu'ils ne sont pas réellement méchants. Ils ratent absolument tous les méfaits qu'ils tentent, et ce dès leur première apparition, pas à partir de la deuxième, comme ça arrive souvent aux méchants récurrents de série, et régulièrement, quand ils rencontrent plus méchants qu'eux, ils collaborent avec les héros pour faire tomber les 10 méchants. Je proteste de rechef. L'épisode 2 les présente comme de dangereux criminels redoutés de tous. Oui, mais on sait pas d'où ça sort. Ils paraissent plus confiants lors de leur première apparition, comme s'ils étaient moins habitués à la défaite, mais leur premier échec n'est pas très différent de ceux qu'ils essuient par la suite au cours de cette première saison. Ils ne sont pas interchangeables. Jessie est dynamique et pragmatique. Elle est en général celle qui prend les décisions et décide des modalités d'action, et celle qui dit ou fait les méchancetés. James est passif et rêveur. Il est en général celui qui prend en charge les envolées lyriques et les longs discours. Meowth est plus ou moins la voix de la raison qui fait les objections sensées et rappelle le but de la mission. Le truc vraiment particulier sur Meowth, c'est qu'il n'est pas le Pokémon de Jessie et James, mais bien leur partenaire. Jessie a un abo et James un Smogo, qui évoluent respectivement en Arbok et Smogogo au cours de la saison,
Meowth, lui, est à la fois le dresseur et le Pokémon. Les Pokémon qui parlent ont cette tendance à agir comme s'ils étaient des humains en plus d'être des Pokémon. Ceux qui parlent avec leur bouche notamment. Sur les 4 que je connais, 3 se comportent comme s'ils étaient principalement humains, et le 4e ne se perçoit apparemment pas comme un Pokémon. Oh, mais il y en a bien plus. C'est juste qu'avec le temps, on ne fait plus attention. Et ça doit être plus fréquent qu'on pourrait l'imaginer dans l'univers Pokémon, puisque c'est devenu rare qu'un personnage soit surpris de voir le Meowth de la Team Rocket parler. On a vu plein de Pokémon pouvant communiquer avec les humains par télépathie. On pourrait penser que c'est un truc des Pokémon Psy, mais même dans la saison 1, on peut rencontrer un Low-Class type Eau-Glace et un Tentacruel type Eau-Poison pouvant le faire. Pour ce dernier, ses seules attaques Psy dans les jeux sont des trucs style protection ou repos. D'où il peut utiliser la télépathie. À sa décharge, il le fait à travers Meowth et a besoin de le toucher pour ça. Il doit lui enfoncer des aiguillons venimeux dans le cerveau. Ou alors les Pokémon Eau ont une puissance intellect supérieure aux Pokémon Psy, et on me l'a caché pendant 20 ans. D'ailleurs, puisqu'on parle des Pokémon de Jessie et James, une des preuves qu'ils ne sont pas réellement méchants, c'est qu'à l'instar de Sacha, ils aiment aussi vraiment leurs Pokémon. Contrairement à Butch, Cassidy ou Giovanni, qui ne les voient que comme des outils pour acquérir plus de puissance. Ils aiment leurs Pokémon à eux, mais n'ont aucun scrupule à en voler autant qu'ils peuvent pour les apporter à leur boss. On dit ça, mais dans les faits, quelle que soit leur motivation pour agir, le résultat, c'est quand même que le problème du jour est très souvent résolu par eux. C'est en partie grâce à eux que Paras évolue, et totalement grâce à eux que Métamorphe apprend à transformer son visage. C'est également grâce à eux que Togepi naît. Pour Togepi, ok, mais en ce qui concerne Paras et Métamorphe, s'ils se révèlent plus efficaces que les héros pour résoudre certains problèmes, c'est parce que eux n'hésitent pas à utiliser des méthodes de super vilains, un peu comme Daria dans Daria. Le dernier truc à relever sur la Team Rocket, c'est leur goût pour le déguisement. Pas n'importe quel déguisement. Jessie et moi sommes les rois du déguisement et nous avons un certain style. Même sous tous ces voiles, notre style transparaît. Ils doivent quand même être relativement doués pour ça, vu qu'à de rares exceptions près, les héros ne les reconnaissent pas quand ils les voient déguisés. Quand ils sont reconnus, c'est dans des circonstances où on est en droit de penser qu'ils n'avaient pas réellement l'intention d'être méconnaissables. De toute façon, leur goût du cosplay ne leur sert pas uniquement à ne pas être reconnus. Des fois, ils enfilent un costume juste comme ça pour le plaisir de la mise en scène. Et dans ces cas-là, ils échangent souvent les genres sans complexe. Ou alors uniquement James. Un épisode a été censuré en Occident à cause de ça. Pas à cause du fait que James se déguise en fille, à cause du fait qu'il en profite pour se tripoter les seins. Et que ça fait faire une drôle de tête à Ondine. C'est juste ça la blague, amis du bon goût. Bonsoir. Je suis pas sûr que je vais pleurer la perte de ce gag en VF. De là à supprimer tout l'épisode en VF, quand même, c'est un peu exagéré. Les Américains, ils se sont contentés de biffer la scène fatidique. Bon, ok, ils ne l'ont fait que dans un deuxième temps, ils avaient commencé par supprimer l'épisode et c'est pour ça qu'on l'a pas en VF. Mais quand même, eux au moins, ils l'ont remis ensuite. Quoi qu'il en soit, grâce à tous ces éléments combinés... Me voici, moi, le Capitaine Grenade. Non. La Team Rocket est une recette qui marche bien dans la saison 1. Ils ont toujours les meilleures répliques et contribuent énormément à l'humour visuel. S'il n'y avait qu'une seule raison de regarder la série, ce serait eux. Qu'en est-il dans les autres saisons? Ravi que tu poses la question. Bon, la Team Rocket reste la même pendant une dizaine d'années, à suivre Sacha pour kidnapper Pikachu et ses autres Pokémon par la même occasion. Ils n'arrêteront pas de le coller, même lorsque leur boss les charge d'une mission en Antarctique. Mais dans Advent Generation, il se passera un truc qui changera beaucoup de choses pour un membre du trio. En effet, dans le but d'avoir un fan club pour recruter de nouveaux membres pour la Team Rocket, Jessie décide de participer au concours Pokémon, l'activité que Flora et Aurore pratiquent et qui les place comme étant lesquels de Sacha. Il s'agit de concours de potée mettant en valeur les attaques des Pokémon. Si vous gagnez un concours, vous gagnez un ruban. Si vous gagnez 5 rubans, vous gagnez le droit de participer au grand festival, l'équivalent Ligue Pokémon des concours. Au début, on ne prend pas ça au sérieux, car ce n'est pas la première fois qu'un membre de la Team Rocket participe à une compétition à laquelle les héros sont inscrits. Mais il y a toutefois des différences dont on se rend compte qu'après coup. Déjà, dans le premier épisode où on introduit les concours Pokémon, on voit que Jessie possède déjà une carte de coordinatrice, le nom des participants au concours Pokémon. Bon, après elle a pu l'avoir volé ou l'avoir trouvé par terre, on ne le saura jamais. Ensuite... Jessie participe à presque tous les concours auxquels Flora participe. Ok, la majorité du temps, elle triche et elle n'a jamais gagné un concours dans Advent Generation, mais elle est obstinée. On pourrait dire que l'épisode du concours de poupées de la saison 1, où Jessie concourt contre Ondine, est un peu le prototype de cette sous-intrigue. Avec 5 ans d'avance, j'en doute un peu. D'autant que les concours viennent des jeux. La pratique est cependant totalement différente. Puis on arrive à Diamant et Perle. La Team Rocket est toujours fidèle à elle-même, mais de son côté, Jessie est plus impliquée dans les concours Pokémon à Sinnoh. Elle sera connue dans le milieu sous le faux nom de Jessilina. Jamais les héros ne feront le rapprochement. Bon, on ne s'attend à rien de sa part, et puis arrive l'épisode 61 de la série Diamant et Perle. Un épisode qui aura surpris beaucoup de fans. Car non seulement Aurore ne passe même pas les phases éliminatoires du concours de l'épisode, mais en plus, c'est Jessie qui remporte la victoire. On était sur le cul, c'était inconcevable de voir Jessie remporter un concours, et en toute honnêteté, sans aucune tricherie ni embrouille.
Ça faisait partie de la volonté des scénaristes de faire de bons développements de personnages. Elle gagne ainsi un deuxième ruban dans le 102e épisode. Dans le 146e épisode, c'est James, déguisé en Jessilina parce que Jessie avait de la fièvre, qui participe au concours et remporte le 3e ruban. Et après, c'est Jessie qui gagnera son 4e ruban dans l'épisode 167. Et enfin, l'épisode 171. L'aurore d'une journée royale. Sans doute un des épisodes que je déteste le plus. Sacha, Pierre et Aurore arrivent à Marantaville, où a lieu un concours. Mais pas n'importe quel concours, le dernier concours officiel avant le grand festival. Aurore n'y participe pas, car elle a déjà ses 5 rubans. Mais les héros sont interpellés par les serviteurs de la princesse Salvia. Non, ne me demandez pas pourquoi ils ont inventé une princesse, cet épisode est à chier. Elle est la sosie parfaite d'Aurore, et veut échanger de place avec elle façon le prince et le pauvre pour participer au concours. Car c'est son plus grand rêve, mais elle ne peut pas le faire en son nom à cause de ses obligations de princesse, bla bla bla. Elles font ça, et visiblement ça ne gêne que Jessie de voir Aurore participer au concours alors qu'elle a déjà 5 rubans. Je rappelle que c'est le dernier concours officiel avant le grand festival, et ça n'aura aucun impact sur la réputation d'Aurore. Vous vous en doutez, c'est la princesse Salvia qui volera la victoire du concours, mais cédera ensuite son ruban à Jessie parce qu'elle mérite de participer au grand festival. Ouais, je suis sûr que c'est autorisé par le règlement. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour démontrer la médiocrité de l'épisode. Mais le vrai problème que cela engendre pour la série, c'est que jusque-là, on nous montrait qu'un membre de la Team Rocket pouvait réussir par ses propres moyens quelque chose d'important dans l'univers de la série. Puis on nous dit que non, c'était plus important de nous montrer un personnage qui sort de nulle part, réaliser son rêve de participer à un concours au moins une fois dans sa vie, plutôt que de montrer Jessie pouvant accomplir quelque chose. Ok, je vous ai dit que James s'était déguisé en Jessilina pour la remplacer durant un concours, mais comme Jessie et James sont deux entités complémentaires, ça passe crème. Pas ici. C'est représentatif du gros défaut de la série Diamant et Perle, mais je pense que j'aurai le temps d'y revenir. Passons à la série Noir et Blanche, et... c'est spécial. Je vous ai dit qu'ils avaient retconné Sacha, mais ils ont également retconné la Team Rocket, mais pour partir sur une direction totalement différente. Fini les clowns de service, voici une Jessie, un James et un Miaous en mode criminel sombre et sérieux, le genre auquel on pouvait s'attendre lorsqu'on les a introduits dans l'épisode 2 de la saison 1. Comme cette fois ils ont réussi à convaincre leur boss qu'ils ont eu un rôle crucial dans la disparition de l'organisation criminelle de la série précédente, on les a envoyés pour une mission importante dans la région Unis. C'est la première fois que le trio n'est pas influencé par Sacha pour aller dans une autre région. Mais leur mission, c'est genre un truc de ouf qui permettrait à l'organisation de dominer le monde. Et on leur confie ça pour une seule réussite. Bien sûr, ils ne seront pas seuls, mais c'est quand même risqué de la part de leur boss de faire confiance à des boulets de service. Et pourtant, ils prennent la chose tellement au sérieux qu'ils n'ont plus le même comportement qu'auparavant. Si bien qu'on se demande à quel point Jessie, James et Miaous peuvent être des antagonistes dangereux quand il le faut. Mais pourquoi les scénaristes ont fait ça? Eh bien, ils voulaient faire un scénario dantesque où la Team Rocket serait confrontée à la meilleure organisation criminelle, tout jeu vidéo Pokémon confondu, en tout cas c'est ce que je pense, la Team Plasma. Et ça c'est cadeau pour les oreilles. Je sais, c'est très paradoxal. La série Noir et Blanche essaye d'avoir d'un côté un scénario plus enfantin pour Sacha, et de l'autre un scénario plus adulte autour de la Team Rocket. Mais ça ne mènera à rien. Genre, rien du tout. Car le double épisode où la Team Rocket devait affronter la Team Plasma, signant également la première apparition de cette dernière dans la série, a été déprogrammé. Parce que 6 jours avant, il y a eu ça. Ouais. Le séisme et le tsunami de Fukushima. Et comme la Team Rocket devait utiliser une arme capable de générer des tremblements de terre, les diffuseurs ont tout simplement annulé le double épisode et les scénaristes ont dû abandonner leur projet autour de la rivalité entre la Team Rocket et la Team Plasma. Le pire pour la série, c'est que la source d'énergie de cette arme, qui est une météorite, a été introduite comme un élément important dans les 20 premiers épisodes de la série Noir et Blanche. C'était l'objet que Jessie, James et Miaous devaient voler pour lancer le projet de conquête du monde de la Team Rocket, et on insiste bien sur son importance. Ce n'est pas la première fois que la série Pokémon nous fait le coup de l'élément scénaristique primordial qui est finalement abandonné. Pour éviter de faire doublon avec le 4e film Pokémon, les scénaristes ont dû laisser tomber le mystère autour de la GS Ball qui devait contenir le Pokémon fabuleux Celebi. Mais là c'est pire! Car dans l'épisode qui a été diffusé quelques heures avant le tsunami, l'intrigue portait sur des Pokémon perturbés par un flux d'énergie causé par la météorite de la Team Rocket. Et se terminait sur un cliffhanger où Sacha et ses amis se mettaient en route pour aller vers la source du flux d'énergie en question. Et épisode suivant, Sacha se trouve dans une nouvelle arène. Bon, ils l'ont remonté à l'international pour ne pas finir l'épisode en cliffhanger, mais c'est perturbant, et les scénaristes n'ont jamais rebondi là-dessus. Ils ne tentent même pas de sortir une excuse type « Ah ben en fait, les pouvoirs de la météorite, c'était du pipeau !»
Alors je ne blâme personne du staff de l'anime au vu des circonstances, mais c'est frustrant de voir que tout ce teasing n'a servi à rien. Et dans tout ça, Jesse, James et Meowth sont restés des criminels sérieux jusqu'aux derniers épisodes de la série Noir et Blanche sans que ça ait un but. Quant à la Team Plasma, son apparition dans l'anime a été décalée de 2 ans. Oui. Dans la série XY, Jesse, James et Meowth sont redevenus comme avant la série Noir et Blanche avec pour seul objectif de capturer Pikachu. Mais ils sont un chouïa plus compétents. Rien de plus à dire. Mais vraiment rien de plus. Ah si, Jessie participe au salon Pokémon, ça c'est le truc de Serena, l'héroïne de XY, qui sont littéralement des concours de beauté où les concurrentes sont accompagnées de leurs Pokémon. Pour participer à la grande compétition qui s'appelle l'épreuve des élus, il faut gagner 3 clés dans divers salons et Jessie y parvient. Sauf que contrairement à la série Diamant et Perle, on ne la voit remporter qu'une clé dans un épisode, et sans plus d'explications, on nous dit qu'elle a gagné 2 autres clés juste avant la grande compétition. Ok, dans 2 des épisodes de la série Diamant et Perle où Jessie remportait un ruban, elle participait à un concours hors champ, car ce n'était pas le sujet de l'épisode. Mais au moins, on nous montrait après que Jessie avait réussi. Ne pas faire ça avec ses clés dans XY, ça a quelque chose de moins impactant pour dire qu'un membre de la Team Rocket peut réussir. Alors comme c'est la série XY, les fans disent que c'était la meilleure période de la Team Rocket, mais je ne vois pas du tout en quoi. Parce qu'ils aident les héros à sauver la région? Ouais, c'est du jamais vu. Et que deviennent-ils dans la série Soleil et Lune? À part jouer les vendeurs de beignets. Eh bien, comme dans la série Noir et Blanche, s'ils sont envoyés dans la région Alola, c'est pour une mission spéciale. C'est seulement par hasard s'ils se retrouvent au même endroit que Sacha. Mais cette fois, rien à voir avec la domination du monde ou une organisation criminelle. Ils doivent juste capturer des Pokémon. Et c'est là que les scénaristes ont eu une bonne idée. Au lieu de rendre Jessie, James et Meowth compétents, ils ont décidé que ce serait leur nouveau Pokémon qui serait de base plus fort que le Pikachu de Sacha. Et de ce fait, la Team Rocket a clairement le dessus sur lui au début de la série Soleil et Lune. Et la seule chose qui les empêche de triompher, c'est Chelours. Chelours est un Pokémon qui a décidé d'adopter la Team Rocket. Ils ne peuvent rien y faire, car ce Pokémon est surpuissant. De quoi réduire en poussière tout le casting de Dragon Ball Super. Chelours est une mère surprotectrice, et du coup pour remplacer le traditionnel « nous nous envolons vers d'autres cieux », Chelours forcera la Team Rocket à rentrer chez elle à la fin de la journée, sans qu'ils aient leur mot à dire. Pour en revenir aux Pokémon forts de la Team Rocket, cette situation a donné à Jessie, James et Meowth une envie d'être de meilleurs combattants. Et ils y parviennent, tout en restant fidèles à leurs principes de voleurs et de personnages fourbes. Ils sont devenus très confiants en leur capacité de tresseur Pokémon, assez pour vouloir participer à la Ligue Alola. C'est la première édition et comme il n'y a pas d'arène à Alola, c'est entrée libre pour tout le monde. Et pour finir, je trouve que la Team Rocket n'a jamais été aussi drôle que dans la série Soleil et Lune, à part dans la saison 1. Les scénaristes mettent bien en avant leur personnalité, mais caricaturée à l'extrême, ce qui est vraiment fun. C'est également été par le style graphique de la série, j'y reviendrai aussi. Le résultat est tellement bon qu'un épisode centré sur eux dans la série Soleil et Lune sera obligatoirement un excellent épisode. Ce fut long, mais j'ai fini de vous parler de la Team Rocket dans le détail. Quoi qu'il en soit, une des raisons pour lesquelles nous pensons que la série aurait très bien pu s'arrêter à la fin de la Ligue Indigo, et que c'est peut-être ce qui était prévu au début, c'est que la Team Rocket y envisage d'arrêter sa carrière criminelle pour ouvrir un stand de restauration rapide. Si la série s'était arrêtée là, on aurait quitté la Team Rocket sur ça, ce qui aurait constitué une fin heureuse pour eux. La Team Rocket est de retour! Pour vous faire manger tous les jours! Afin de préserver le monde de la soif et de la faim. On n'est pas des grands chefs, mais c'est mieux que rien! Il existe un manga en 4 tomes, adapté des 2 premières saisons de l'anime Pokémon, où à la fin, Jessie et James se marient. D'où cette célèbre image où Jessie est enceinte. Mais on ne sait pas vraiment si Jessie et James sont toujours membres de la Team Rocket après ça. Ce qui est clair en revanche, c'est qu'à la fin du manga, Jessie et James semblent avoir développé une relation amicale avec Sacha. Par bien des aspects, la fin de la Ligue Indigo aurait pu être la fin de la série. De cette série-là, la saison 1, avec son esthétique spécifique. Les derniers épisodes sont un peu plus sérieux. On y introduit un rival un peu plus crédible que Régis, et la compétition y est une vraie compétition qu'il faut gagner en faisant montre de ses compétences. Pas juste grâce à un fantastique coup de poker ou à des soutiens extérieurs. Et on commence à y parler sérieusement de détermination et de la cruauté de la compétition qui laisse de côté des gens méritants. Ça a vraiment des allures de conclusion. C'est parce que la fin de la Ligue Indigo a été écrite pour être la fin de la série en elle-même, et on aurait eu un épilogue en film, comme pour la première série FMA. On ne sait pas trop comment devait être le film à l'origine, si ce n'est qu'il devait être centré sur Mewtwo, comme celui qui est effectivement sorti. Si on essaie d'interpréter le premier teaser, on voit qu'on devait être projeté vers l'avenir, où on aurait vu une Ondine adulte en compagnie de sa femme, dont le character design a été repris pour le capitaine du port du premier film, et leur fille adoptive qui vient de la famille des infirmières Joël. Bon, certains théorisent sur le fait que cette fille devait être la fille de Sacha et Ondine, mais le défunt Takeshi Shudo, le scénariste en chef de la saison 1 de Pokémon, aurait déclaré de son vivant qu'il ne comprenait pas les Américains qui imaginaient Sacha et Ondine en couple. Ils se moquent du monde? Nous avons beau ne pas être des fans inconditionnels de la vérité fausse numéro 2,
Ce qui se passe entre Sacha et Ondine dans la saison 1 n'a d'intérêt que si c'est de la vérité fausse numéro 2. Ce code bizarre de la fiction qui dit que deux personnages qui se détestent en apparence s'aiment en réalité beaucoup secrètement a une raison d'être simple. Des personnages du même camp qui se détestent profondément, ça devient rapidement saoulant s'il n'y a pas autre chose derrière. Et ce qu'il peut y avoir derrière, c'est une backstory ou des sentiments cachés. Dans le cas de Sacha et Ondine, ça ne peut évidemment être que le deuxième cas. Nous avions cru comprendre que les versions occidentales avaient eu tendance à exagérer les implications romantiques. Mais d'une part, il nous semblait que ça concernait surtout Jesse et James, qui apparemment sont réellement censés être amoureux, et d'autre part, même si certains épisodes montrent clairement que Pierre et Ondine ont réellement une très faible estime pour Sacha, il y en a d'autres où les sentiments d'Ondine pour Sacha passent par l'image, pas par le dialogue. Fait amusant, la vérité fausse numéro 2 est devenue un épisode type dans les cycles qui ont suivi. Mais du coup, puisque vous ne saviez pas que la fin de la saison 1 devait être réellement la fin de la série, pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin ? À suivre.